Et salut à tous, on se retrouve comme tous les jours à 17 h pour parler MMA. On est le jeudi 16 novembre 2023 et aujourd'hui on va parler de Brendan Allen. On va encore parler de Benoît Saint-Denis puisqu'il a donné une superbe interview à The MMA Hour à Ariel Helwani. On va parler aussi de la comparaison que fait Bisping entre Aspinall et GSP. On parlera aussi de Conor McGregor qui a fait une question-réponse avec ses fans, mais aussi de Jamal Hill qui donne un peu des infos sur son potentiel combat contre Pereira et de plein d'autres choses, notamment de Diego Lopez. C'est parti. Et on commence avec Brendan Allen qui sera le main event de l'UFC de ce week-end face à Paul Craig. Alors dans cette interview qu'il a donnée hier, il ne parle pas forcément du combat à venir, mais surtout de la façon dont il s'est préparé et surtout de la barrière mentale qu'il a réussi à surpasser. Il explique que ça a toujours été son problème. Il dit le révélateur ça a été mon combat contre Jotko. Il dit là vraiment quand je me suis vu, quand j'ai revu le combat, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas toi. Il dit quand je vois ce que je suis capable de faire à la salle et que je voyais ce que je faisais dans la cage, je me reconnaissais pas, j'étais vraiment un cran en dessous. Alors on sait que tout le monde est un cran en dessous hein, le jour de la compétition. Quand tu rentres dans une salle de sport de combat, c'est quelque chose qu'on te dit. On dit tu performeras jamais aussi bien le jour du combat qu'à l'entraînement, ou alors à quelques rares exceptions, ça peut arriver. Mais voilà, il sait que ça arrive à beaucoup de monde, mais il dit, moi, le gouffre était énorme. Et quand j'ai vu mon combat contre Jotko, là, ça a été terrible. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, je me suis mis à voir un psychologue du sport, et c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma carrière. J'avais trop peur de perdre. Et il dit surtout, j'avais peur de perdre contre des mecs que je savais moins bons que moi. Il dit, quand le combat arrivait, je voyais le gars, je me disais, écoute, ce gars-là, je suis meilleur que lui, je peux pas perdre contre lui. Et là, je me mettais la pression. Et j'arrivais le soir du combat, j'étais épuisé par mes angoisses. Alors, il explique aussi que d'être obsédé par la victoire, ça ne lui réussissait pas. Il dit, il y a beaucoup de gars qui te parlent de victoire. Il dit, moi, ça me bloquait. J'avais tellement peur de perdre que j'osais pas me lâcher. Et du coup, je ne faisais pas tout ce que j'étais capable de faire à l'entraînement. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime, hein, de voir un mec comme ça qui parle de la barrière mentale. T'as beaucoup de gars qui t'expliquent ouais moi je suis le meilleur, je vais marcher sur tout le monde. Lui il te dit non c'est faux, tout le monde a des angoisses, tout le monde a peur le jour du combat, on en a parlé avec Vera cette semaine. Et puis voilà, il dit moi c'est ma personnalité, je suis un mec plutôt introverti. Il dit mon rêve c'est de devenir champion, mais mon rêve surtout c'est d'avoir assez d'argent à ma retraite pour ne plus jamais combattre. Je fais beaucoup de sacrifices pour être combattant. Moi je vis en Louisiane, je vais faire mes camps d'entraînement en Floride, je quitte ma famille pendant plusieurs semaines, ça me coûte beaucoup. Mais là, il a 27 ou 28 ans, il dit dans 6 ans maximum, je suis à la retraite. Donc il faut que j'aie assez d'argent pour ne pas avoir besoin d'aller recombattre, ne pas avoir besoin de travailler et être à 100% avec ma famille. Son rêve, c'est de devenir champion. Il dit maintenant, voilà, moi je serai pas un champion que tu verras dans les salons VIP, dans les boîtes de nuit. Moi, mes plaisirs, c'est des plaisirs simples de la vie, c'est aller au restaurant, être avec ma famille, emmener mes enfants à l'école, les emmener au sport. La seule chose, c'est d'avoir des grosses voitures. J'aime bien les grosses voitures, donc si je peux en avoir, ça m'irait bien. Mais voilà, tu découvres dans l'interview un mec plutôt simple, un mec qui est vraiment concentré sur sa carrière, qui est convaincu de ses forces. Il dit moi je suis convaincu d'être le meilleur, j'ai toujours été convaincu de l'être. Ce qui me manquait c'était le mental et aujourd'hui je pense que j'ai réussi à dépasser ça. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce week-end. Hein. Il combat un vétéran, hein, la personne de Paul Craig. On parlera un petit peu plus de la carte de ce week-end demain, puisqu'il y aura le petit défi des paris, donc on va en profiter. Mais moi, je le connaissais pas vraiment, hein, Brendan Allen. En tout cas, je connaissais ses combats, mais le personnage, je connaissais pas trop. Il a aussi expliqué quelque chose, c'est qu'il a un frère qui est handicapé suite à un accident. Et il dit ouais, quand mon frère est devenu handicapé, je me suis rendu compte que tout peut aller très vite. Je pense qu'on a tous un destin et que si tu forces à aller dans le sens inverse de ton destin, ça n'ira pas. Donc je me dis que les choses peuvent toujours être pires. Moi, je fais juste du MMA, c'est pas très grave. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir un gars totalement relâché, qui va vraiment tenter des choses, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'avec une victoire samedi, il va se rapprocher de la ceinture, il dit que c'est son objectif, il dit moi je pense que dans 2-3 combats je peux être à la ceinture, ce qui est pas faux, il est déjà classé 11 je crois, donc c'est une catégorie dans laquelle ça va vite, il peut se faire une place tout là-haut. Ensuite on va y aller avec Lopez qui a gagné ce week-end, je le rappelle à New York, magnifique KO, il est à 3 combats à l'UFC, il y a déjà toute une hype autour de lui, beaucoup d'engouement. Il explique que lui, le combat qui l'a vraiment révélé, c'est son premier combat à l'UFC, le short notice contre Evloev. Il dit oui c'est vrai que ça a été un combat que j'ai perdu, maintenant j'ai l'impression que les gens m'ont découvert, ils ont vu que j'étais audacieux, que je tentais des choses et ça leur a beaucoup plu. Donc le journaliste, hein, c'était Ariel Helwani, lui dit ouais en effet, à ce combat-là t'es venu, tout le monde pensait que t'allais te faire détruire et finalement t'as réussi à faire quelque chose de bien et tout de suite il y a eu une hype autour de toi. Il lui dit en plus ce qui joue beaucoup c'est ta personnalité, t'as l'air un peu introverti, t'as une coupe de cheveux qu'on voit nulle part ailleurs et ça compte. Et il dit ouais c'est vrai ma coupe de cheveux c'est quelque chose de très personnel mais je suis d'accord, je pense que ça joue pour mon image. Donc écoutez comme quoi tout compte dans le MMA.
On lui a aussi dit qu'il était à la fois combattant mais aussi coach. Il donne des cours de MMA et souvent il est dans le coin de combattant à l'UFC. On lui dit ouais, c'est pas un peu dur d'allier les deux? Il dit bah oui, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, mais moi j'aime beaucoup aider les autres, j'ai mes propres objectifs, je sais ce que je veux faire dans ma carrière, mais je pense qu'en aidant les autres, ça m'aide aussi. Et on lui a demandé si c'était pas trop dur de trouver le bon équilibre entre coacher et puis s'entraîner. Il dit bah ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis dans une équipe, une petite équipe, on est très peu, on est une douzaine de combattants et on est bien géré par les head coachs. Donc c'est eux qui font le dispatch, aujourd'hui tu coaches, aujourd'hui tu t'entraînes. Donc en fait ça se passe plutôt bien. Il est très satisfait du succès de son équipe. Il dit ce qui compte, c'est d'être un petit nombre, mais que des gens motivés. Si t'es trop nombreux et qu'il y a des gens pas motivés, ça va te ralentir. Mais nous, on est en petit comité, tout le monde a faim, tout le monde en veut, donc c'est ça qui fait la bonne recette pour la victoire. Il parle aussi de son prochain combat. Il dit moi, j'aimerais beaucoup affronter Brice Mitchell. Je pense que c'est un très bon match-up. Alors c'est sûr que prendre Brice Mitchell, ce serait top. Moi, je pense qu'il est un peu loin dans le classement encore. Brice Mitchell, il est pas si loin de la ceinture que ça, hein, je le rappelle. Là, il avait perdu son combat contre Ilyas Topuria. Depuis, il est revenu, il a battu Daniguet. Il est dans la conversation. Je pense que lui, il est un petit peu loin, Lopez, mais il peut très vite y arriver avec la personnalité qu'il a. On lui demande aussi c'est quoi le secret pour réussir à te faire un nom aussi rapidement à l'UFC. Donc il dit bah forcément, il y a mes performances, c'est vrai qu'il est plutôt spectaculaire. Et puis il y a aussi le fait que moi je reste moi-même. Je suis comme ça, je suis pas un mec extraverti, je suis plutôt introverti. Je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Il parle de son retour, il dit bah écoute, moi j'ai besoin d'un petit break parce que là j'ai beaucoup combattu ces derniers mois, mais je continue à m'entraîner si jamais il y a une occasion. Donc tu sens que le mec n'est jamais bien loin. Si on lui propose un short notice contre un gros nom, je pense qu'il dira pas non. Et une dernière chose assez intéressante, on lui dit oui, j'ai une petite question parce qu'on t'a déjà vu coacher tes combattants sur la même carte que toi tu allais combattre. C'est-à-dire qu'il y a une soirée de combat, excusez-moi, je me suis pas très bien exprimé. Dans la soirée, toi tu combats et les combattants que tu coaches combattent aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit bon, c'est vrai que c'est un peu particulier, j'aime bien parce qu'on peut s'échanger des choses dans le vestiaire, etc. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même plus simple quand il n'y a que moi qui combat et que tout le monde est concentré sur moi. Bon bah ça je vais pas lui enlever honnêtement, je pense que c'est assez compliqué de devoir coacher, puis mentalement le soir du combat t'es pas dedans, etc. C'est pas chose facile, attention à pas trop se surcharger et à sous-performer dans la cage ensuite. Ensuite on va y aller avec Benoît Saint-Denis, alors là il est passé dans une autre dimension, il était invité de Ariel Helwani dans The MMA Hour, c'est le gros show, franchement je pense que c'est le plus gros show de MMA, 2 fois par semaine, quasiment 3 heures de live, il reçoit tout le monde, et là Benoît Saint-Denis qui a fait toute l'interview d'1 heure en anglais. Là vraiment il va passer dans une autre dimension et c'était vraiment une bonne conversation, les deux ont beaucoup échangé, surtout j'ai beaucoup aimé l'interview, c'était hier hein. Alors il a dit que là il avait besoin d'un peu de vacances, il explique qu'il va aller un peu en Guadeloupe parce qu'il a un frère qui est médecin là-bas et que c'est son frère qui était dans son coin. Il dit moi j'ai toujours mes 2 coachs et j'ai aussi un de mes frères, j'ai 4 petits frères. Quand c'est aux États-Unis, j'ai mon frère qui vit en Guadeloupe qui vient m'aider, il gère toute la partie logistique, il m'aide pour la perte de poids, il vérifie l'eau du bain, il amène de la nourriture, etc. Il dit quand je suis en France, ce sont mes autres frères, mais c'est très important pour moi d'avoir ma famille autour de moi. Je rappelle que sa femme est son agent, il est revenu là-dessus. Il a dit tout ce qui est gérer les contrats avec l'UFC, appeler des entraîneurs, appeler des sparring partners, c'est moi qui gère et mon manager, mais tout ce qui est sponsor, etc., c'est ma femme. Moi j'aime travailler en famille, donc c'est comme ça qu'on fait. Et il explique aussi que lui, son but, c'est d'être ultra productif. Il dit, il y a 24 heures dans une journée, il faut que tout soit organisé pour que je puisse m'améliorer tous les jours. Donc vous voyez, Benoît Saint-Denis, on pense parfois que c'est juste un bourrin, un mec qui rentre dans la cage avec ses burnes et son menton. Mais non, il dit, moi, je veux être le meilleur dans tous les domaines. Il dit, je comprends pas les combattants qui veulent juste être le meilleur grappleur, le meilleur striker. Moi, je veux être le meilleur partout. Je veux pas avoir de points faibles, je veux pas qu'on dise ouais ce gars là quand tu l'amènes au sol c'est fini ou si tu restes debout c'est fini. Moi je veux être bon partout et je pense que si t'es pas le meilleur dans au moins un des domaines, que ce soit la lutte, le jiu-jitsu ou le striking, excusez-moi, il y a un moment où ça va être compliqué. Donc écoutez, il a pas forcément tort. Il est aussi revenu sur son combat contre Frévola. Il dit oui, je pense que ce qui l'a gêné, c'est que je lui mette beaucoup la pression. J'ai toujours avancé sur lui. Je lui ai mis quelques middle et du coup là, quand j'ai envoyé le high kick, il s'attendait à un middle. Il s'attendait pas à ce que je rentre aussi vite sur lui. Et c'est ce qui a fait la différence. Il est aussi revenu sur son premier combat à l'UFC contre Elisiu. On lui dit voilà, c'est ta seule défaite, qu'est-ce que t'en as pensé? Il dit moi c'est le combat que j'ai préféré parce que j'ai vraiment été en eau troupe, ça a été une vraie guerre. Moi je ne veux que des guerres. Il dit quand je vais me retirer, je veux à 45 ans regarder mes combats. Il me dira ah ouais, c'était pas des combats chiants, c'était des beaux combats. Et il explique que ce qui l'a troublé dans ce combat-là, c'est que le deuxième round, il sentait qu'il l'avait perdu et il s'était jamais retrouvé dans cette situation. Et il dit là, j'ai complètement déjoué, je savais plus quoi faire. Moi, j'ai l'habitude de dominer. Là, j'ai été dominé et ça m'a complètement troublé. Par contre, j'ai beaucoup appris de ça. Et il explique aussi par rapport au test, hein, je rappelle qu'Elisiu a été contrôlé positif suite à ce combat. Il dit oui, j'aimerais que ce soit remis en no contest parce qu'aujourd'hui c'est toujours une défaite sur son palmarès. Mais il dit on était à Abu Dhabi et à Abu Dhabi jusqu'au jour du combat tu peux te faire contrôler et on annule ta victoire. Mais si c'est le lendemain c'est mort, il n'y a pas de rétroactivité. Donc ce combat là ça restera une défaite. Bon écoutez, vu la carrière qu'il est en train de faire et son ascension, je pense pas vraiment que ça trouble la suite pour lui.
Il a aussi dit que les combattants dont il était fan, c'était BJ Penn, parce qu'il a été champion dans 2 catégories et c'est très très fort. Et Rafael Dos Anjos, parce qu'il aime beaucoup son style. Alors on lui dit, ouais, t'as vu, Dos Anjos, il est dans le classement, il est devant toi. Il dit, ouais, c'est un combat que j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire. Je pense que Dos Anjos, il va plutôt aller chez les welter. Donc écoutez, je sais pas du tout, mais il a dit que lui, son combat de rêve actuellement, c'est Gaethje, parce qu'il a un menton. Et il dit, moi, je veux faire des guerres. Donc quand tu veux faire des guerres, le combattant en face, il peut être bon, mais ce qu'il faut, c'est qu'il ait un menton. Et Gaethje a ce menton, moi j'ai ce menton, donc on peut faire une guerre, on peut faire un bain de sang. C'est ce qu'il a dit, et moi, c'est ce que je veux. Donc écoutez, plutôt intéressant. Il a dit comme ça, si je bats Gaethje, je prends une première ceinture, et ensuite il me reste de la BMF, hein, bien sûr, et ensuite il me restera à aller chercher la vraie ceinture. Donc Elouani lui dit, ouais, dans 1 an, tu pensais trop. Il dit, bah dans 1 an, si j'ai battu Gaethje, je pense que le prochain combat, ce sera la ceinture. Écoutez, on lui souhaite, hein. C'est marrant parce qu'il parle de vacances, qu'il a besoin de se reposer, mais il dit déjà qu'il peut être de retour pour mars ou avril. Donc c'est assez drôle, c'est pas vraiment des vacances, hein, ça va revenir vite. Alors, est-ce que ce sera l'UFC 300? Est-ce que ce sera l'UFC en France, potentiellement au mois de mars? Je sais pas. Dans les 2 cas, ce serait une super exposition pour lui. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et on lui a demandé, comme c'est un peu la mode, est-ce que t'aimerais faire de la boxe un jour? Il dit, ouais, non, tout de suite, j'y pense pas. Je m'entraîne. Un de mes entraîneurs, c'est l'entraîneur de l'équipe de France olympique. C'est un Cubain, ça, on en avait déjà parlé. Il dit donc, mais non, moi, si je devais faire de la boxe anglaise, c'est un autre sport. Faudrait que je me prépare pendant au moins 1 an. Et pour l'instant, c'est pas l'objectif. Donc écoutez, encore une belle interview de Benoît Saint-Denis qui monte en notoriété. Je pense que là, on va un peu en entendre moins parler. Hein. Forcément, là, il y a eu la Fight Week. Là, il a fait une super performance. On en a beaucoup parlé. Mais là, je pense que ça va un petit peu se calmer. Il va pouvoir revenir un petit peu au calme. Et puis retourner s'entraîner très rapidement. Écoutez, avant de continuer à parler MMA, je vous propose de passer à la Minute Boxe. Et la Minute Boxe, elle commence avec Ward, ancien boxeur, hein, aussi ancien analyste d'ESPN, qui a donné une interview dans laquelle il parle de l'état de la boxe actuellement. Alors lui, il trouve que c'est une très belle époque pour la boxe. Il dit on a des mecs comme Gervonta Davis, Stevenson, Haney. Il dit tout ça, c'est des super gars. Ils font du bien à la boxe. Moi, je pense qu'on est dans une belle époque pour la boxe. Alors écoutez, il n'a pas forcément tort. Hein. On en parlera aussi. C'est vrai qu'on dit souvent que les grands noms s'évitent dans la boxe. Mais c'est vrai que dans les catégories de poids, surtout inférieures, il y a quand même du monde. Hein, ce qu'il dit, la Davis, c'est vrai, Stevenson, Haney. Même moi qui suis pas la boxe de manière régulière, assidue, je sais de qui il parle. Donc oui, il y a quand même de beaux combats à faire. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait de l'Arabie Saoudite. Et on lui dit, ouais, on a l'impression que l'Arabie Saoudite, ça prend beaucoup trop de place dans le monde de la boxe. Certains voient ça d'un mauvais œil. Il dit ouais peut-être, mais en attendant l'Arabie Saoudite ça donne des opportunités à des combattants, ça fait combattre les gars, ça leur fait gagner de l'argent, donc moi je suis plutôt content. Et il est aussi revenu sur le fait que Joshua et Wilder vont combattre sur la même carte au mois de décembre. On lui dit ouais c'est pas un peu dommage qu'ils s'affrontent pas tous les deux plutôt que d'être sur la même carte? Il dit non, moi je vois plus ça comme un combat entre guillemets d'échauffement et les deux qui gagnent et ensuite les deux qui s'affrontent. Il dit par contre si les deux ne s'affrontent pas suite à ça, je trouve ça un peu dommage, je pense qu'on aura perdu quelque chose. Il a pas forcément tort. Faudrait pas qu'il y en ait un des deux qui perde par contre, parce que là si on a un des deux qui perd c'est la fin de l'histoire. Il dit Wilder, on a vraiment l'impression qu'il veut le combat, Joshua un peu moins, donc je sais pas ce que ça va donner. Il a aussi parlé du combat Fury-Ngannou. Il dit moi je pensais qu'Ngannou allait se faire manger. Il dit quand le combat a commencé, j'ai dit à mes amis vous allez voir, Fury va lui marcher dessus. Même après les 2-3 premiers rounds, je pensais que Fury allait accélérer. Finalement ça s'est pas fait. Il dit j'ai été bluffé par Ngannou, c'est vrai, maintenant je pense pas qu'il mérite sa place dans le top 10. Je pense que ça c'est du business. Je pense que c'est un peu irrespectueux pour les autres combattants qui eux boxent depuis longtemps. Il dit moi je pense que s'il veut être dans le top 10, faut encore qu'il fasse quelques combats et qu'il prouve que c'est vraiment un boxeur. Écoutez, c'est un point de vue qui s'entend. Par contre, il a dit que Ngannou méritait l'argent qu'il a remporté. Il dit ouais c'est énorme, j'ai entendu dire qu'il avait gagné dans ce combat plus que dans toute sa carrière UFC. Je pense que c'est mérité pour lui parce qu'il fallait le faire venir affronter Tyson Fury. Et puis il dit qu'il espère qu'il aura d'autres combats qui lui permettront de gagner beaucoup d'argent. Donc écoutez, c'est quand même pas n'importe qui parle. Analyste ESPN, un très bon analyste, on lui a dit pendant l'interview ouais pour moi t'étais un des meilleurs, pourquoi t'as arrêté? Il dit bah c'est comme ça, j'ai envie de faire autre chose. Là il vient de sortir un livre sur sa vie, je crois qu'il y a un documentaire aussi qui est sorti, donc on peut comprendre que parfois il a envie de passer à autre chose. Toujours dans la boxe justement, Deontay Wilder qui a dit qu'il était content de combattre sur la même carte que Joshua parce qu'il dit c'est bien d'être dans la même salle que lui, je vais pouvoir le regarder droit dans les yeux et puis j'espère qu'ensuite on pourra enfin s'affronter, c'est ce que les gens veulent voir. Donc encore une fois c'est Wilder qui fait le premier pas, j'ai envie de dire. Pour retourner au MMA, on a Jamal Hill qui s'est exprimé sur son prochain combat potentiellement contre Pereira, hein, l'actuel champion, et il dit ouais moi vous attendez pas à ce que je l'amène au seuil et que j'essaye de lutter, je vais le battre debout, je vais montrer que je suis un meilleur striker que lui. Moi personnellement d'un point de vue de fan je suis content, voir les deux debout ça peut donner un super combat. C'est vrai que si ça allait au sol, je donnerais l'avantage à Jamal Hill, il pourrait même faire un combat chiant, hein, coller Pereira à la cage, le mettre au sol, se relever, le recoller à la cage. S'il reste debout et que les deux s'envoient, ça va être un combat pour les fans.
Ensuite, on a Conor McGregor hier qui a fait un question-réponse avec ses abonnés sur Twitter. Alors, il a notamment dit qu'il aimerait beaucoup affronter Dustin Poirier, que c'est un combat qui n'est pas fini. Il dit unfinished business, donc voilà, à suivre, j'ai envie de dire. Il a aussi dit que par contre, son combat de rêve, son rematch de rêve, c'est contre Khabib. Bon bah écoutez, je peux comprendre qu'il l'a encore un peu en travers de la gorge. Il a peut-être pas forcément fait tout ce qu'il fallait pour être au mieux ce soir-là. Et puis, grande surprise, on lui dit ouais, alors l'UFC 300, tu y es ou tu y es pas? Et lui, il dit j'y suis. Bon, avant-hier, on avait Kavanagh, son coach, qui disait le contraire. McGregor, c'est pareil, c'est un peu comme Dana White, hein, c'est un peu le parti de poker menteur à chaque fois. Et puis, on lui a dit, oui, qu'est-ce que ta soirée contre Donald Cerrone, elle était comment? Il dit, bah c'était énorme, je lui ai roulé dessus, c'est un mec que je respecte beaucoup, qui a une grosse expérience. Et il dit quelque chose d'intéressant, il dit, ouais, c'est un mec qui a été jusqu'au bout de son combat contre Leon Edwards, l'actuel champion des poids welter, j'en prends bonne note. Donc vous voyez, il est un petit peu en train de s'ouvrir des opportunités. C'est sûr que quand tu t'appelles Conor McGregor, je pense que tu es toujours à un combat du titre. Alors quel titre? Léger, welter, je sais pas. Mais il a raison d'ouvrir la porte, j'ai envie de dire. Michael Bisping qui s'est exprimé sur Tom Aspinall. Aspinall, hier, je disais qu'il était fan de GSP, il disait que c'était son idole. Et bah Bisping, ça manque pas. Il dit, moi, je pense que Tom Aspinall, il peut mettre tout le monde KO, il peut mettre tout le monde, il peut amener tout le monde au sol, il peut soumettre tout le monde. C'est le GSP des poids lourds. Bon écoutez, là le moins qu'on puisse dire c'est que Tom Aspinall il a vraiment la hype avec lui, j'ai envie de dire en ce moment. Et tout le monde va dans son sens, il fait des performances de dingue. Donc encore une fois, on verra ce que ça va donner. Moi vous savez que je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour régner dans cette catégorie. Paddy Pimblett, j'en parlais hier, qui a eu un petit échange avec Matt Frevola, parce qu'en fait il a redonné une autre interview dans laquelle il dit oui j'aurais bien aimé combattre Matt Frevola, mais là il vient de se faire mettre KO donc c'est plus intéressant. Il dit Benoît Saint-Denis, oui pourquoi pas. Il y a aussi Bobby Green qui a un petit peu parlé, et puis Jared Gordon qui parle beaucoup du rematch, alors un jour peut-être. Moi Jared Gordon j'ai pas forcément envie de revoir ça, et Matt Frevola il dit ouais c'est marrant, moi tu veux pas m'affronter parce que je viens de prendre une défaite, par contre là tu vas affronter un mec qui en a pris 6 de suite. C'est bien trouvé de la part de Frevola, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là, Frevola, d'avoir perdu, il a peut-être loupé son tour. Benoît Saint-Denis, pendant longtemps, il a appelé Paddy Pimblett. Mais maintenant, Benoît Saint-Denis, il est devant Paddy Pimblett au classement. Donc là, avec une victoire de Pimblett, je sais pas où il va se trouver. Je pense qu'il va rentrer dans le top 15, moi, au vu de son nom, au vu de tout ça. Mais franchement, j'ai pas trop envie de voir Benoît Saint-Denis contre Pimblett. Je préfère le voir contre un mec plus haut dans le classement, rentrer dans les vraies discussions. Ça aurait été il y a 1 ou 2 combats, oui, pourquoi pas. Mais là, j'ai plus vraiment envie de voir ce combat. Et puis sinon, on a Brian Ortega qui nous met une petite photo sur les réseaux. Il est à la salle, il dit qu'il y aura il y a des nouvelles qui vont arriver très bientôt. Donc est-ce que ce serait une annonce de combat? Je ne sais pas, je pense. Écoutez, Brian Ortega, toujours intéressant de le voir. Donc j'ai hâte de connaître la suite pour lui. Écoutez, c'est le moment de la minute auditeur. Et la minute auditeur, elle commence avec Lixicode qui me fait une remarque intéressante. Il me dit, est-ce que tu peux parler un peu de la catégorie que moi je trouve la plus ennuyante? C'est la catégorie de Moreno, Pantora, etc. Donc c'est les flyweight, hein, la catégorie la plus basse en termes de poids à l'UFC, ancienne catégorie de Demetrius Johnson. Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, c'est une catégorie qui a du mal à décoller. Quand il y avait Demetrius Johnson, bah moi j'adorais parce que Demetrius Johnson, j'étais un grand fan, j'aimais le voir battre tout le monde. Lui pour le coup il a régné, lui pour le coup j'aurais aimé le voir monter d'une catégorie peut-être. Ensuite, il a perdu contre Cerudo, et on se rappelle qu'à ce moment-là, l'UFC voulait fermer la catégorie. Ils avaient envoyé TJ Dillashaw, qui était champion poids Batam, pour combattre dans cette catégorie, et TJ Dillashaw avait dit « Ouais, on m'envoie là-bas, on me paye un gros paquet de pognon pour que j'aille terminer cette catégorie et que l'UFC puisse la fermer. » Il avait dit ça à l'époque, TJ Dillashaw. Malheureusement, il avait perdu très rapidement ce combat contre Cerudo. En plus, on avait su après qu'il était dopé. Donc finalement, la catégorie avait continué à vivre. Henry Cerudo, ensuite, lui, est monté en poids coach. Il a pris la ceinture. Et il a laissé la catégorie un peu orpheline. Et là, depuis les 2 dernières années, si c'est pas plus, on a eu que des combats entre Figueiredo et Moreno. Donc moi je trouve que ça a un peu peut-être lassé tout le monde. Ça a été des super combats, hein, mais ça a mis la catégorie en pause, on sait pas trop ce qui s'est passé derrière. Et c'est vrai que moi qui suis l'UFC tous les week-ends, j'ai toujours du mal à voir quel est le top 10 dans cette catégorie. À chaque fois, il faut que je retourne voir sur internet le ranking parce que j'arrive pas à me rappeler du nom des mecs. Pourtant, il y a des super combats, hein, des super combattants. Kai Kara France, il fait des très beaux combats. Pantora, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est une catégorie qui est un peu en mal d'amour, j'ai envie de dire. On a du mal à se mettre dedans. Écoute, ça viendra peut-être par la suite. Là, il y a le combat pour le titre qui arrive au mois de décembre. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et peut-être d'une renaissance de cette catégorie. Ensuite, on a Patrick qui me dit « Ouais, une dernière fois, je vais te parler de John Jones et de Francis Ngannou. » Il me dit « Ouais, est-ce que tu imagines si les deux, en fait, faisaient un combat, mais hors promotion? Quelque chose qui montait par eux-mêmes. Comme ça, il n'y a pas d'UFC, il n'y a pas de PFL, c'est eux. » Alors, il me dit « Je pense que c'est pas possible à cause de leur contrat. » Ouais, je pense. J'ai pas les détails des deals, mais je pense que Jones, il est à l'UFC, c'est cuit. Ngannou, il doit avoir un deal avec le PFL pour ce qui est du MMA. Et puis, mais sinon, peut-être que ça aurait été possible dans un autre monde. Mais moi, j'ai l'impression que petit à petit, ce combat disparaît des ondes et qu'on ne le verra jamais. Mais ça aurait peut-être été une option maintenant dans un autre monde, j'ai l'impression.
Ensuite, j'ai Pierre Ménez qui me dit ouais, toi t'en penses quoi personnellement de l'entraînement de Tony Ferguson avec Goggins? Et parce que tu sais, hier je disais que Paddy Pimblett disait que c'était n'importe quoi, qu'il allait surtout se cramer, qu'il allait travailler le cardio et le mental, mais il n'en avait pas besoin. Bah écoute, moi c'est ce que je disais à Pierre Ménès, je lui dis écoute, moi je trouve que Ferguson il en est à un point dans sa carrière où là il est sur 6 défaites de suite, il est plus tout jeune. Si ça peut lui faire du bien, s'il peut avoir l'impression de faire quelque chose d'utile, si mentalement ça peut... Parce qu'il a un mental dans la cage Ferguson, c'est pas le mec qui abandonne. Mais là il est peut-être, je vais pas dire qu'il est en dépression, mais 6 défaites de suite, il doit se dire putain je suis au bord du gouffre, c'est pas possible. Peut-être qu'en faisant ça, ça lui donne espoir, il a l'impression de faire quelque chose de nouveau. Peut-être. Après, j'aurais préféré bien sûr le voir à la salle, travailler des game plans, des stratégies, faire un peu de sparring. Mais bon, c'est pas ce qu'il nous montre, il le fait peut-être, hein, j'en doute pas. Après, il va peut-être nous faire mentir et battre Paddy Pimblett. C'est vrai que moi, j'avais dit dès le début, quand j'ai vu sortir l'info, j'ai dit ouais, je m'enflamme pas en disant oh, il s'entraîne avec Goggins, attention, ça va devenir une machine de guerre, etc. Non, maintenant, au point où il en est dans sa carrière, j'ai envie de dire, il a rien à perdre à essayer. De toute façon, 6 défaites de suite, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Écoutez, on arrive au bout de l'épisode, un épisode plutôt riche. Demain, on parlera beaucoup de l'UFC de ce week-end. Il y a eu des interviews aujourd'hui, il y a eu des interviews hier. Pas mal de choses à dire là-dessus. Je voulais pas en parler aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Puis comme demain, on fait le défi Paris, comme tous les vendredis, ça sera l'occasion d'en parler. Écoutez, je vous dis à demain. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, je vous réponds en commentaire. S'il y a besoin, j'approfondis le jour de l'émission. Et puis, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain. Salut!